Et nous sommes live, un petit peu en retard, comme à chaque fois, mais ça devient la marque de fabrique de la maison. Bonjour à tous et merci à tous de nous regarder aujourd'hui. Ça me fait super plaisir d'organiser ce webinaire. J'aurais jamais cru dire ça il y a 10 ans, mais maintenant ça me fait plaisir d'organiser des événements. Aujourd'hui, on va parler sales, on va parler enterprise, on va parler gros clients, on va parler de plein de choses. Et avec moi aujourd'hui, j'ai deux personnes que je suis ravi d'accueillir. On a Clotilde qui est CRO, Chief Revenue Officer chez Batch.com. Mon histoire avec Batch, comme LinkedIn peut en témoigner, remonte de très très loin. Et bonjour à tous les gens de Batch qui nous regardent. Batch, c'est un Customer Engagement Platform. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas sur C'est exactement le ça. terme officiel. Et voilà, et puis toi, Clotilde, donc t'es CRO. Avant, tu as fait plein de trucs. J'ai vu que tu avais fait de la finance, tu as fait des ops, tu as fait même de la banque, tu as été analyste en banque. Donc, une carrière avec plein de sujets, c'est ça? C'est ça. J'ai pas mal fait des sales aussi. Et ben voilà, formidable. Et puis on a aussi Julien. Donc Julien, on s'était un peu parlé par email par-ci par-là. Julien, tu as aussi fait énormément de choses. Donc tu as fait évidemment Pigment récemment, qui est maintenant vachement connu à Paris, qui vient de lancer une belle levée, où tu es arrivé très tôt là-bas. Avant, tu étais chez Meta, tu as fait du sales, du CS, chez Facebook à l'époque peut-être. Tu as fait du sales, du CS, et puis maintenant tu es à ton compte, c'est ça? Tu fais du conseil en business, j'imagine? Ouais, si je peux aider sur la partie go-to-market, donc j'ai la chance de travailler avec quelques jolies boîtes, ouais. Et profiter, en fait, dire l'objectif, c'est qu'ils fassent pas les mêmes erreurs que j'ai pu faire. Quelques boîtes qui ont finalement bien vendu, parce que Facebook et Pigment, ça a fait des belles réussites pour l'instant. Super cool, aujourd'hui on va aborder pas mal de sujets. On a en gros 1 heure ensemble. À tous les gens qui sont connectés et qui ont des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. On a de la modération en fond qui me remonte les questions si jamais, si jamais vous les posez. Donc n'hésitez surtout pas, ou à faire des commentaires aussi sur ce qui est dit, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Il y aura un replay évidemment du webinaire qui sera dispo sur LinkedIn et sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. On est ensemble jusqu'à globalement midi moins 5, midi, selon les questions, etc. Le premier sujet sur lequel j'aimerais qu'on parle, parce qu'on va parler d'enterprise aujourd'hui, et c'est un sujet qui est très vaste. Quand on a préparé le webinaire, je sais que on avait des tailles de deals peut-être différentes en tête, parce qu'en fait, dans le monde des boîtes un peu early stage, ou j'ai envie de dire même série A, série B, quand on parle d'enterprise, il y en a qui vendent des deals à 500K, ils en vendent un par an, et puis il y en a qui en vendent des deals à 50, 60, 70 et qui parlent déjà d'enterprise. Julien, je me rappelle que tu avais pas dire que tu avais un avis sur la taille des deals, mais tu avais un peu un avis sur ce que ça signifie aussi l'enterprise quand on a préparé. Comment tu réponds à cette question, toi? Comment on identifie finalement qu'on vend à de l'enterprise ou qu'on vend à autre chose? C'est une vaste question. C'est vrai que moi, je me rappelle encore la première fois que j'avais discuté avec des gens de chez Qualtrics. Ils me disaient, nous, en fait, le mid-market, ça va jusqu'à des boîtes de 2-3 milliards. D'accord, ok. C'est quand même une autre définition, effectivement. Si tu prends des Medallia, il y a pas mal d'acteurs comme ça qui sont, Palantir évidemment, qui sont tournés vraiment vers le très, très, très gros enterprise. Oui, c'est Qu'est-ce qui énorme. va différencier ou qu'est-ce qu'on va se dire qui va être enterprise? Ça va être plutôt des boîtes qui vont nécessiter en tout cas un sales process complexe et qui, en général, va se matérialiser à la fin par un gros reward pour le prestataire. Donc, en général, il y a une corrélation quand même assez forte par rapport à la deal size. Mais sur du deal enterprise, on va dire qu'il va y avoir une complexité de vente qui est en général inhérente à toute vente entreprise. Et parfois, ça peut être des tailles de deal pas forcément grosses, mais néanmoins qui nécessitent un investissement conséquent sur l'exercice de vente. Et puis 2, en général, c'est qu'on va normalement aller chercher des entreprises elles-mêmes qui sont complexes, donc avec du multiple stakeholders, avec certainement multifiliales, avec un cycle de décision parfois un petit peu plus long, mais surtout une profondeur aussi pour aller chercher plus de revenus sur le land ou alors même sur l'expand. Donc, encore une fois, je donnais une définition très large parce qu'effectivement, comme on l'avait vu avec Clotilde, en fait, ça dépend des boîtes, quoi. ça dépend des boîtes, ça dépend des produits qu'on vend. Ouais, ça dépend de si tu es Anaplan, Google ou si tu es la boîte parisienne. Clotilde, chez Batch, il me semble que vous êtes plutôt dirigé, enfin en tout cas si je regarde votre site, vous êtes plutôt dirigé enterprise au sens un peu, je vais dire, un peu plus traditionnel du terme. Vous avez beaucoup de médias, vous avez beaucoup finalement de boîtes qui sont des noms que tout le monde connaît, y compris mes parents finalement. Et vous, c'est quoi un peu votre dynamique là-dessus? Vous considérez que vous êtes une boîte qui est focused enterprise ou alors un peu plus large? C'est quoi le... Ouais, bonne question. Alors déjà, j'étais ravie de rejoindre Batch parce que moi aussi, mes parents connaissent nos clients. C'est rassurant. Ah. Mais par ailleurs,
je pense que dans les logos clients, il y a en effet des boîtes traditionnelles Enterprise CAC 40, type Le Monde, Decathlon. Mais en rebondissant sur ce que Julien vient de dire, quand on regarde vraiment qui est-ce qu'on cible sur le marché, ça va du gros enterprise, vrai enterprise, donc Decathlon, CA de 15 milliards, à en fait ce que certaines boîtes considèrent comme du mid-market ou du haut de mid-market. Donc dans nos clients, on a également Mano, qui est quand même plus d'1 milliard de CA, mais sales process complexe, ou même des La Oscaro. dynamique interne, c'est la même entre Mano et Decathlon, tu vois? Ta dynamique interne Non, de c'est vente, pas, pour toi, le process, c'est similaire? non, c'est pas exactement le même process, parce que évidemment, c'est pas les mêmes structures de gouvernance. En revanche, il va y avoir il reste quand même, comme dans toute vente en enterprise, c'est ce que Julien disait sur un process complexe, des stakeholders et des personas qui vont revenir. Donc, batch, même quand on va être sur du mid-market, un peu haut de mid-market, on va avoir systématiquement des personas marketing et des personas IT, probablement des audits de sécurité compliance. On va avoir un process qui va nécessairement inclure différentes steps et 3-4 décisionnaires. Alors, et en fonction de la taille du deal et de la taille de la du type de gouvernance, c'est une décision qui va être CEO ou quelque part dans le COMEX, ou peut-être parfois en dessous sur des très très grosses boîtes. Mais en termes d'étapes du deal, stakeholder, étapes qui reviennent à chaque fois, et après deal size, c'est des dynamiques qui sont les mêmes. Ouais. Mais c'est Donc d'ailleurs si je frustrant résume ce que vous quand me on se dites, dit. vas-y. J'allais dire, c'est d'ailleurs frustrant potentiellement de se dire que même pour un deal qui est beaucoup plus petit qu'un très gros, tu dois quand même, quand tu fais de la vente enterprise, passer par toutes ces étapes. D'où le sujet Ouais. de bien Mais moi, des fois, tu cibler. vois, j'ai Ouais. l'impression de faire de la vente enterprise. Enfin, nous, je vois, c'est hyper là. On a l'impression des fois de faire de la vente enterprise à des clients qui ont des contrats à 15K, tu vois, parce que c'est critique, ils ont peur, les factures, c'est important. Enfin, tu vois. Et du coup, c'est ça, en fait. Si je comprends bien ce que vous me dites, il y a évidemment une dimension de quelle est la taille de la boîte, hein, Julien en parlait, mais il y a aussi une dimension finalement des process en interne, du nombre de decision makers. Peut-être qu'une boîte qui est très visible par, je sais pas, je vais penser même un Doctolib au début qui était médical avec de la data, ou du Alan va être peut-être beaucoup plus touchy parce que en fait il y a des process en interne, il y a le COMEX, il y a de la compliance, il y a machin, versus une boîte type OpenAI où peut-être il y a moins, alors aujourd'hui il doit y en avoir, mais il y a moins de compliance, etc., parce que ça va vite, même si c'est gros, ça fait beaucoup de revenus, mais en fait ils ont besoin d'aller vite. Donc il y a vraiment une dimension en fait de comment je vais vendre et qui sont les stakeholders à qui je vais m'adresser à l'organisation et quelles vont être les étapes du process finalement, au-delà du prix qui évidemment doit représenter quelque chose. Et ça dépend aussi, je pense, de la criticité de ton produit. Parce que tu peux vendre à une très grosse organisation enterprise avec un produit pas vraiment critique. Tu feras peut-être pas de la vente enterprise alors que tu auras des logos enterprise. Vous, chez Hyperline, dans ce que vous vendez, c'est un produit qui est critique. Donc même sur des paniers qui vont te paraître bas au regard de probablement les paniers moyens d'un pigment, par exemple, tu vas nécessairement avoir toutes ces étapes. Mais d'où le sujet en général, quand tu fais de la vente enterprise, ton gros enjeu de stratégie commerciale, c'est qui est-ce que tu vas cibler. Parce que sur chaque deal, tu vas cramer du temps et des ressources, beaucoup. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les deals qui génèrent beaucoup de valeur après. Ouais, et puis tu peux être efficace. Lié à ça, justement, d'aller chercher des deals, c'est une super transition. Julien, peut-être, moi, je suis très curieux sur Pigment. Alors, t'es pas obligé de répondre si c'est des infos un peu, voilà, que vous voulez pas, que Pigment ne veut pas partager de manière générale. On n'est pas du tout associé avec eux sur ce webinaire, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est moins le cas pour Meta. Moi, ma question d'après, c'est un peu, en fait, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens sur ce webinaire, c'est finalement comment je vais chercher mes premiers logos enterprise. Je suis une toute petite boîte, j'ai 3 pauvres références dans le marché qui sont des potes. Comment je vais chercher mon premier Décathlon? Comment je vais chercher mon premier? Et surtout, vous, c'était un tool finance, Pigment. Donc, c'est un truc, faut que ça marche, quoi. La data, quand je la déploie, ça a intérêt à être valable. Comment tu vas toquer à la porte tes premiers logos? Est-ce que c'est du réseau des fondateurs et si tu n'as pas de réseau, c'est mort? Est-ce qu'en fait, il y a d'autres façons de faire? C'est quoi la façon d'approcher finalement? Vaste question. Que ça aujourd'hui? En fait, je pense que premier point, enfin, ça dépend si tu souhaites avoir tes premiers logos tout court ou si tu souhaites avoir tes premiers logos entreprise. Si tu souhaites avoir tes premiers logos tout court, je pense que le premier point, c'est d'avoir déjà des utilisateurs pour pouvoir revenir vers des équipes techniques et valider en fait que ton produit fonctionne, valider que ton produit apporte de la valeur, valider qu'ensuite tu as de la rétention et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, au début, j'ai envie de dire, c'est fishing with nets, quoi. Tu es obligé d'avoir des gens, c'est pas grave si ça ne correspond pas exactement à ce que tu voudrais. Ce qu'il faut, c'est de l'usage, c'est te confronter à la réalité, la promesse de ton produit. Et parfois, il y a un gap.
parce qu'on adore son produit c'est le meilleur, c'est son petit bébé. On n'a pas envie qu'on nous dise qu'il est moche. Mais parfois, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier Mais point. ça marche sur des grosses boîtes? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup parler de POC, tu vois, en enterprise, c'est bien parce que tu peux faire un POC et tout. Mais moi, j'ai l'impression que si je vais voir Decathlon et que je leur dis, venez, on fait un POC et je vous envoie 3 factures, ils vont me dire, ben non, on fait pas de POC, nous. Enfin, Alors, tu vois, on est gros. on revient un peu à ce que disait Bah, Clotilde, c'est-à-dire que ça dépend, est-ce que ton produit est mission critical et pour qui il est mission critical dans la boîte. Tu as des produits qui sont des vitamines, tu vois. Tu as des produits qui sont des painkillers. Quand tu as un produit qui est vitamine, bon, globalement, vas pouvoir passer à peu près partout. Et tu vas pouvoir convaincre une personne de potentiellement utiliser ton produit. Est-ce que ça veut dire que tu as une stickiness sur. Je pense pas. Est-ce que tu as une capacité de pouvoir faire grossir? Peut-être si tu es dans une approche pour avec grosse, mais globalement, ça dépend vraiment, encore une fois, de la criticité de ton produit. Il faut accepter l'ADN de son produit. Il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu te dis mon produit il est mission critical, c'est sûr que tu vas mettre plus de temps à convaincre les gens. C'est sûr que tu vas te prendre beaucoup plus de murs et qu'il va certainement falloir prendre l'échelle. Et nous, c'était vraiment le gros point chez Pigment qu'on a fait. C'est qu'on s'est dit, le produit a été construit vraiment pour du grand compte. C'est-à-dire que les fondations du produit, on savait, a été pensé pour pouvoir aller chercher du grand compte, mais on savait qu'on ne pouvait pas aller prendre du grand compte dès le début. Pourquoi? Parce qu'au-delà du produit, il y a tout le sugar coating autour qui va être d'un point de vue sécurité. Est-ce que tu es SOC 2? Est-ce que tu es ISO? D'un point de vue support, est-ce que tu fais du 7 jours, enfin du 24/7 en plusieurs langues, sur plusieurs fuseaux horaires? Est-ce que tu proposes des liabilities à tel niveau? Donc, en fait, tu as plein de choses en fait, qui n'ont rien à voir, même ton assise financière, qui n'ont rien à voir avec ton produit. Donc, et ça, il faut l'accepter aussi. Et donc, c'était plus une notion d'avoir une sorte d'échelle. Et tu prenais la première marche de l'échelle. Puis, une fois que tu la validais, c'était beaucoup plus facile d'aller à la deuxième, et ensuite à la troisième, et ensuite à la quatrième. Donc, c'était vraiment plus dans une approche qui a été itérative, progressive, mais on va dire extrêmement écrite pour pouvoir ensuite la délivrer. C'est comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Lucas, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'a construit. Oui, mais du coup, j'en ai une deuxième, et puis après, je donnerai la parole à Clotilde, mais j'en ai une deuxième qui est liée à ça. C'est finalement, si tu construis, enfin, moi, je vois aujourd'hui, nous, on vend des produits complexes. Construire ce produit, et notamment le persona pour lequel tu le construis, ça va vachement orienter finalement la conception, les features, ce que tu vas faire. Ouais. Donc si je me dis, moi je construis mon produit pour de l'enterprise, je vais mettre des features enterprise dedans, je vais dire des trucs, tu vois, mais la connexion LDAP pour que tous les employés de Microsoft puissent se login, des trucs comme ça. Mais sauf qu'à côté de ça, ces features-là ne me permettent pas de vendre à mes premiers clients qui, eux, n'ont pas besoin de SOC 2, mais ils ont besoin du Google Auth, tu vois. Enfin, et du coup, comment tu réconcilies un peu ces deux trucs-là? Alors, après, tu as la fameuse hype curve, tu vois, qui va te dire que tu as les early adopters qui vont toujours être un peu moins risque adverse, qui vont pouvoir, on va dire, prendre un peu plus de liberté par rapport à leur process interne, par rapport eux-mêmes veulent se faire en général une marque en interne, en externe. Bref, il y a pas mal de choses sur lesquelles tu peux aller chercher. Deuxième point, si tu regardes l'intégralité des verticaux, tu as quand même, on va dire là aussi, des verticaux qui vont être plus aptes à prendre des décisions disruptives pour leur propre fonction interne. Tu as des acteurs qui subissent de plein fouet, tu vois, la hyper digitalisation avec des nouveaux digital natives qui arrivent, il faut qu'ils réagissent aussi. Donc en fait, l'objectif, c'est pas de se prendre, OK, demain, on va aller vendre à Defense and Aerospace, tu vois, quelque chose, parce que là, ça va être extrêmement compliqué. Mais si tu prends même tes verticaux et tu prends tes comptes et tu fais un account scoring, etc., tu vas pouvoir voir néanmoins que là, il y a peut-être un moyen d'y aller. Et même s'il manque des choses, c'est des gens qui vont croire d'abord en toi, qui vont croire en la vision de ton produit. Et à un moment, même, tu pourras coucher sur contrat, à dire, nous, on s'engage d'ici fin 2024 à être SOC 2. Et parfois, ça suffit. Je ne dis pas que c'est ça, mais parfois, ça tout suffit. est dans le parfois. Ouais, c'est intéressant, tout est dans le parfois. Clotilde, tu as ce sujet un peu. Toi, tu étais peut-être un peu moins au tout début de Batch, quand Simon il a pris son téléphone au tout début pour appeler les gens. Mais donc, je me sens très à l'aise d'en parler. Bah ouais, vous avez aussi augmenté. Au début, vous êtes sorti d'un truc, c'est quand même hyper concurrentiel. Le marché sur lequel vous étiez à la base, c'était les push. Maintenant, c'est omnicanal, si j'ai bien compris. Mais comment vous vous en sortez de dire non, mais attends, Decathlon, c'est Batch qu'il faut prendre. C'est pas tous les trucs de je sais pas où, de machin. Enfin, comment tu t'en sors finalement d'arriver à militer un peu pour ton produit à toi dans ce monde qui est hyper corporate, quand même, d'une certaine manière? C'est intéressant comme question, et en plus très différent chez Batch de l'exemple de l'échelle dont tu parlais, Julien, où chez Pigment, vous saviez que vous alliez faire un produit enterprise, et donc il y a un chemin vert. Après, ça m'intéresserait trop de comprendre, au final, comment est-ce que tu arrives à pas te faire divert ta roadmap
quand tu te dis je sais à qui je veux vendre in fine, mais là, Ouais. j'en suis à ma première étape. Je pense que ce serait un sujet qu'on aurait nous. Un gros point chez nous, c'est que Batch s'est pas lancé quand ça a été créé en 2015 comme une boîte enterprise. Ça s'est lancé au contraire comme plutôt les apps mobiles, le mobile, l'engagement sur mobile, ça se développe très fortement. On sait très bien faire. On a un produit technique bas niveau et le modèle, ça va être du freemium. C'est comme ça que Batch s'est lancé avec une équipe de 12 personnes, dont 10 côté tech et un live chat, c'est ce qui devait rester l'unique interaction avec les clients. Aujourd'hui, on a toujours un live chat pour le support et c'est l'historique de Batch, mais on a des cibles qui sont radicalement différentes. C'est plutôt on a plutôt appréhendé notre marché à mesure on vendait, en voyant où est-ce qu'on arrivait à avoir de l'attraction. On s'est dit peu à peu qu'en réalité, les cibles, ce serait plutôt mid-market enterprise. Et moi, je suis arrivée dans ce contexte-là en se disant, bon, là, on est au moment où on doit formaliser un go-to-market mid-market enterprise qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait en tête en créant la société. Donc, nous, on l'a plutôt pris en réactif, ce mouvement. On s'est pas dit, on crée un produit enterprise. Et donc, c'est radicalement différent. Du coup, le produit a évolué, mais il a évolué avec tes clients qui étaient petits et qui sont devenus gros. Et vous avez tiré, j'ai envie de dire, vous avez tiré 50 bons premiers clients. Ou est-ce qu'en fait, il y a une vraie décision de business qui a drivé des changements de la roadmap produit pour dire, bah, en fait, non, maintenant, c'est fini. Moi, je vais packager des features pour de l'enterprise. Il leur faut, comme dit Julien, SOC 2, machin, bon, bref, des trucs enterprise. Donc, du coup, maintenant, on va shipper ça et je vais vendre ensuite. Comment ça s'est passé en interne? Alors, ça n'avait pas été aussi. En gros, ça s'est passé comme ça, mais ça n'a pas été OK, maintenant on ship ça, maintenant on vend. C'est plutôt on a de l'attraction sur ce segment de marché sur lequel on pensait pas spécifiquement être compétitif, mais il s'avère qu'en fait, on a reçu des appels d'offres, on a commencé à gagner, on s'est dit, bon, mais en fait, quand tu commences à être sur ce marché, même si c'est des process longs, c'est des deal size qui sont plus hautes, c'est des engagements clients qui sont beaucoup plus longs. Donc, en termes de business, c'est assez simple de faire ton analyse en disant, bon, en fait, il s'avère que ce segment qui est en croissance est le bon segment pour nous. Et après, en effet, tu repenses tout ton positionnement, ta roadmap, ton pricing, même tes process derrière et ton organisation pour aller servir ce segment-là. En disant, bon, bah alors, c'est des cycles de vente qui sont complexes, donc peut-être qu'il faut de l'avant-vente technique, même en termes légaux. On en avait parlé un peu en préparant, mais en fait, vente enterprise, il y a des process légaux qui sont longs. En général, ça veut dire que tu as besoin quelque part d'un avocat, d'équipes techniques, d'équipes commerciales qui sont formées sur les sujets légaux. Oui. Et donc ça s'est fait en opérant ce switch 2018-2019. Et depuis, c'est le go-to-market de Batch. Ouais, depuis, c'est. Ouais, mais en effet, ça s'est fait. D'ailleurs, ça se voit parce que tu changes les noms sur ton website, en fait, finalement. C'est le truc qui témoigne de plus d'un changement de go-to-market. C'est de dire, bah, en fait, tu passes de 4 startups à Le Monde, l'Express, machin. Juste petit aparté, rien à voir, mais je vois qu'il y a plus de 100 personnes connectées, ce qui est formidable. N'hésitez pas vraiment à poser des questions sur le chat. Je sais qu'il y en a forcément. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. On y répondra avec grand plaisir. Non pas que j'en ai 1 milliard des questions, mais c'est pour vous aussi. Et c'est hyper intéressant. Et du coup, je pense que dans cette continuité un petit peu, admettons que voilà, moi je suis une boîte, je vais me prendre moi par exemple. Demain, je parle à mon premier client, on va dire enterprise ou en tout cas enterprise-like. Donc par exemple, je parle à un client qui va me rapporter, je sais pas, un deal à plus de 100 000 euros et un client qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. On est dans les discussions, il y a ce process à 25 000 étapes, une RFP, des trucs à cocher. Bon, à la fin, disons qu'on est en finale avec 3 autres boîtes. Souvent, ça se passe comme ça. Hein. Enfin, moi, en tout cas, dans mes expériences, souvent, ça se passe comme ça. Ils te disent, oui, il y a 3 autres boîtes, mais on ne sait pas lesquelles. Et là vient le sujet du prix, qui est un peu le sujet de notre webinaire et le sujet de manière générale. Vient le sujet du prix. Il n'y a pas que le prix, il y a les contrats, il y a les conditions, on va en reparler après. Mais voilà, vient le sujet de combien ça coûte. Julien, la question difficile. Combien ça coûte? En général, sur de l'enterprise, il y a une variété de possibilités, en tout cas de la manière de construire ton pricing, de la manière de l'amener. La personne te dit, voilà, combien ça coûte sur le call, comment tu le gères? Si c'est toi le sales, si c'est toi qui est sur le call, comment tu le gères ce point-là? Déjà, est-ce que ton pricing est public? C'est un premier point. Est-ce qu'il doit l'être pour l'enterprise? En tout cas, tu vas avoir certainement plusieurs offres. En général, tu as le Magic Tree, donc tu vas avoir 3 offres, ou alors tu vas avoir 4 offres avec une partie enterprise contact sales, qui est assez classique. Mais disons que tes offres précédentes fournissent quand même une première baseline. C'est-à-dire que forcément, en général, tu as ton offre starter, ton offre premium,
pro et ensuite ton offre enterprise, par exemple. Et à chaque fois, tu vas te prendre entre, je sais pas moi, 50, 100% et même plus, tu vois, d'increase entre les différents SKU. Donc déjà, la personne, lorsqu'elle rentre dans la salle, elle a quand même un minimum, si tu as ces pricing-là qui sont disclosed, de compréhension ta base, enfin ton floor, tu vois. En gros, c'est sûr que tu ne vas pas être en dessous. Ensuite, d'expérience, déjà, faut avoir une page pricing, hein, pour ceux qui nous écoutent. Même si vous ne mettez aucun prix dessus, il faut avoir une page pricing parce qu'au moins, vous savez On met après quoi quelle dessus, boîte si on veut va sur ces… Bah, tu peux mettre les features. Tu peux mettre contact sales. Tu peux mettre un certain nombre de choses. De manière à ce Des qu'au photos moins, quand de les toi. gens… Voilà. Ce que j'allais dire, en Ouais, enterprise, t'es censé mettre des photos, non? Non, mais en vrai, en non, enterprise, il y a mais beaucoup d'entreprises qui ont des photos. Parce que, je sais pas, ça Il y a eu appelle. le ouais, branding à la faut mettre de mode de mettre l'espace. des gens avec des. Les gens, ouais. Ouais, c'est, mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que là, au moins, tu as le pricing page. Tu sais, quand les gens ils viennent sur cette pricing page, tu peux avoir, tu sais quel compte est venu sur la partie pricing. Et si tu viens sur la partie pricing, c'est que tu étais un petit peu bottom of funnel, tu vois, en termes d'acquisition client. Donc, bref, pour revenir à ton point, ça dépend où tu es en fait dans ton process. Si tu es au début du process, ce que tu veux faire, c'est plus du qualify out que du qualify in. Ce que tu veux, en fait, c'est t'assurer que la personne, elle est réellement, ce soit la bonne personne qui soit dans la salle. Parce que si par exemple tu veux faire un deal et c'est un deal à plus de 100K, mais la personne qui est en face de toi, elle a 24 budget, il faut que tu puisses rapidement évacuer en fait cette personne de la salle et t'évacuer même de cette opportunité pour pas perdre de temps et travailler pour rien. Le nombre de fois où en fait où j'ai vu que on supposait que parce que c'était une grosse boîte, il y avait du budget, c'est complètement faux. Ça dépend à qui tu parles, ça dépend de la situation de la boîte, ça dépend du timing également, parce qu'il y a des saisonnalités évidemment dans les entreprises. Donc il faut pouvoir évacuer ça. Et l'objectif, c'est d'expliquer potentiellement votre pricing model, parce que ce n'est pas forcément qu'une question de prix, c'est de comprendre comment on arrive à un prix. Est-ce que c'est un seats-based, features-based, usage-based? Est-ce que tu as un platform fee? Donc déjà, amener les gens dans cette compréhension de la réflexion sur la constitution du prix et donc de la valeur, qui est souvent liée, c'est déjà un premier élément. Le deuxième point, c'est effectivement de pouvoir définir un floor, de manière à ce que la personne se dise, attendez, ok, en fait, nous, on n'est pas là pour vendre un deal à 20K, on est plutôt sur des tranches beaucoup plus élevées, on pourra reparler exactement du prix plus tard, mais nous, de toute façon, on ne va pas en dessous de ces éléments-là, à la fois pour la partie licence, mais également pour la partie implémentation. Et puis, dernier point, il y en aurait plein d'autres à dire, mais qui est extrêmement important, c'est que idéalement, avant même qu'il y ait une première discussion sur la partie prix, qu'il faut me remettre à plus tard, une fois que tout est absolument validé et que vous avez une compréhension absolument totale du decision process, buying process et que tout a été mis au vert, et là, on peut parler vraiment prix, c'est que durant la phase de discovery, il faut vraiment quantify the pain. Je ne peux pas être plus, on va dire, obtus là-dessus, c'est-à-dire que c'est cette phase de première touche d'exploration avec le client où vous allez pouvoir poser toutes les questions les plus stupides. Et c'est là qu'il faut en fait pouvoir profiter de cet espace de liberté de la part du client où il va en fait se confier. Et là, il faut absolument pas parler de son produit, mais continuer à parler de leurs problèmes et le quantifier. Et cette quantification-là resservira tout à la fin du sales process pour pouvoir dire, attendez, vous trouvez ça cher, mais je vous rappelle quand même que là, il y a une personne qui passe 5 jours par mois à faire ce truc-là, et maintenant, ça va être plus qu'1 heure par mois. Cette personne, elle est payée tant, c'est ce que vous m'avez dit. En plus, cette personne, vous êtes extrêmement dépendante de celle-ci, et en plus, cette personne, elle part en congé, peu importe. Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, tout de suite, là, il y a une rationalisation de la valeur du produit. Rationaliser le price point, finalement. Et, Ouais. et Clotilde, Batch, vous êtes un tool, finalement, marketing. Donc, est-ce que vous avez un peu cette approche héroïste aussi de venir dire aux gens, avant même d'annoncer le prix, mais déjà de parler de finalement, plutôt que de parler des coûts et du pain, est-ce que vous parlez aussi de la valeur que les gens vont pouvoir gagner avec vous? Dire, bah ouais, mais si tu utilises Batch demain, tu vas faire, je sais pas, 5% de chiffre d'affaires de plus. Vous avez cette approche-là pour justifier un peu votre Oui, évidemment. prix? Alors, on a pas 100% d'accord avec tout ce que Julien vient de dire sur en fait l'enjeu de. On ne parle pas de prix au début du process de vente, à part comme d'un sujet de qualif. En fait, il y a un floor, ce sera jamais en dessous d'eux, parce que ça permet d'éviter de perdre du temps. Mais oui, évidemment, les sujets se posent de la même manière dans les équipes marketing ou les directions CRM ou engagement ou expérience client, expérience usager, bref.
Le sujet, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. Est-ce qu'on améliore la productivité, donc on va chercher beaucoup plus, enfin, on limite le coût, ROI dans ce sens-là. L'exemple que Julien vient de prendre, une personne ou 5 personnes qui passent des journées à manuellement éditer des segmentations ou manuellement créer quelque part des designs pour les insérer dans un outil d'emailing, etc. Et ensuite, évidemment, le sujet du marketing, enfin le sujet de batch, c'est le CRM. Et donc, c'est le sujet de la rétention. Donc, une marque qui a réussi à faire venir quelqu'un sur son site, sur son app, la faire acheter cette personne une fois, en fait, c'est comme pour tout business, c'est toujours moins cher d'aller travailler la rétention, le réengagement, la fidélisation d'une base installée que d'aller passer son temps à acquérir des nouveaux utilisateurs. Oui. Donc, en fait, Donc oui, finalement, complètement. t'essayes vachement de. J'ai envie de dire, vous essayez presque de préjustifier le prix avant même d'annoncer le moindre chiffre. Alors évidemment, au début, il y a peut-être un sujet de si c'est 20, si c'est 100, bon là, faut éliminer vite. Mais finalement, avant même d'annoncer un chiffre, par exemple, dans mon 100 000 de tout à l'heure que moi j'ai en tête, avant même de parler de 100 000, je vais déjà, moi de mon côté, quantifier, mettre peut-être même une valeur déjà sur le prix, sur le coût que tu as. Ouais, tu opères ci, tu opères ça, tu as 5 personnes, ton acquisition, elle te coûte tant. Ça dépend du tool, mais voilà. Et donc, du coup, vous mettez déjà un peu quelque part. Est-ce que vous annoncez presque un coût avant même d'annoncer votre prix? En mode, bon, en gros, ça te coûte au moins, on va se dire, 150 000 euros par an. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ou pas? Dans l'idéal, alors nous, potentiellement, l'idée, c'est qu'en fait, le début du processus de vente, de toute façon, c'est la partie qualification. La partie qualification, c'est est-ce qu'il y a un besoin sur le type de produit avant de même parler de batch par rapport à un concurrent ou batch par rapport à ce qui est fait. En gros, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un pain? Et donc, le pain est suffisamment précis pour que tu puisses le chiffrer avant la discussion de prix ou parfois il s'affine en fonction parce qu'en fonction du process de vente, à un moment, peut-être qu'il faut quand même aussi qualifier par le budget. Mais chez Batch, en tout cas, il n'y a pas de process de vente qui démarre si on n'identifie pas de besoin et si le client et si la personne en face de nous n'est pas mentalement prête à mettre un budget en face de ce besoin. Donc, si c'est un besoin un peu un nice to have, il n'y aura jamais de Oui. budget. Et donc, en fait, le deal ne passera pas, si on parle en termes hyper prosaïques, ne passera pas à l'étape qualifying du pipe. Et ce sera super, on va se reparler dans le futur. Et si on avance, là, on va travailler sur. Pardon. Non, vas-y, pardon. Et si on avance, en revanche, évidemment, on va travailler. Une fois qu'on a validé ça, là commence toute une étape de qualification beaucoup plus précise sur comment est-ce qu'on quantifie ce besoin, comment ça marche précisément aujourd'hui, pour qu'ensuite, au-delà il y a un besoin pour une catégorie de produits avec un budget associé, ce soit il y a un besoin pour batch spécifiquement dans cette catégorie de produits, comment est-ce qu'on vous démontre que c'est de nous dont vous avez besoin et c'est tel prix. Mais l'étape de qualification, chez nous, c'est hyper clé. C'est hyper intéressant. Tu parlais de nice to have. Mais en fait, ce sujet de nice to have, on avait un débat hier avec un pote. On disait, mais en fait, je comprends pas pourquoi on n'écrit pas AI sur le site, pas nous, mais une autre boîte. Pourquoi ils n'écrivent pas AI sur le site? Parce qu'en ce moment, ça augmente vachement la location. Parce que les boîtes un peu standard, machin, elles ont un budget de digitalisation et maintenant elles ont un budget aussi où il faut investir dans l'AI, machin. Et ma question à cette personne, c'était de lui dire, mais est-ce que finalement, oui, tu es peut-être un nice to have, un machin, mais si tu rentres dans une case qui est budgétisée, il y a 15 ans c'était la digitalisation, maintenant c'est l'AIisation peut-être des choses, ou il y en a peut-être d'autres. Est-ce que ça vaut le coup parfois aussi de se dire, en fait, moi, mon client, il a 20 000 euros de budget, mais en fait, fondamentalement, si je rentre dans sa case AI, donc d'aller identifier d'autres poches d'allocation budgétaire qui sont assez communes dans les enterprises finalement, est-ce que moi, je peux aller chercher une allocation qui n'est pas peut-être ma proposition de valeur initiale, mais qui va me permettre d'aller chercher un truc plus grand? Julien, c'est quelque chose que tu as connu, que vous avez fait chez Meta, chez Pigment ou dans tes vies précédentes? Ouais, ça se fait, mais surtout en général les plus gros deals, parce que tu vois, si tu commences à rentrer là-dedans pour des deals à 20K ou à 30K, ton cost of sales, il devient fou, quoi. Tu peux pas te permettre. Donc en fait, si tu vas chercher des deals où tu rentres à 200K et tu veux le faire grossir à 500, ou tu rentres à 500, tu veux le faire grossir à 1 million, là, tu vas aller chercher effectivement les différentes subsidiaries, tu vas aller chercher les différentes business units, et tu vas en fait aider ton champion en interne à pouvoir aller faire grossir le truc. Mais tu vois, au final, qu'est-ce qu'on vend? On vend 3 choses, hein. On vend soit une augmentation du chiffre d'affaires, soit une réduction des coûts, soit la capacité de continuer à opérer le business. Donc là, c'est du risque, certification, cyber security, etc. C'est les 3 trucs que tu vends. Enfin, au final, c'est toujours ça. Et après, c'est de pouvoir le quantifier et de voir réellement l'impact qu'on va avoir sur le business. Donc,
faut savoir accepter l'impact qu'on a. Il faut savoir accepter le fait que parfois, c'est pas la bonne équipe à qui on vend, c'est pas les bonnes personnes, et c'est pas, on tentait de vendre. Et il faut parfois juste partir. C'est dur, hein, mais lâcher les. Croyez-moi, il y a pire que de perdre un deal, hein, c'est de gagner un mauvais deal. Ça, c'est ce qui est de pire. Donc, parce qu'après, en général, personne n'est content. On pourra en reparler après, mais en général, c'est les deals où tu as le plus de discount sont les deals. C'est statistiquement prouvé. Hein, c'est les deals qui churn le plus. Donc, tu vois, à un moment, il faut quand même qu'il y ait un match entre valeur Est-ce que c'est pas à tout type de et boîte prix. C'est à toute taille de boîte, ça, finalement. Enfin, Oui, tout à fait. Entre guillemets, il y a fait. l'enterprise. C'est encore Tout à plus fait. violent sur l'enterprise, parce que si tu fais 3 deals dans l'année qui sont mal qualifiés, c'est horrible. Mais, Ouais. mais ouais, c'est sûr. Je voudrais, parce qu'il est déjà, je vois qu'il est déjà 34, et je voudrais vraiment, on aborde un peu la partie suivante, qui est le sujet. Bon, voilà, j'ai identifié mon besoin, j'ai fait mon discours correctement, j'ai mis un coût, finalement. Donc, je me dis, OK, ça leur coûte 150 000 euros par an, ou il peut y avoir un ROI de temps. Donc, je me dis, OK, j'ai identifié mon produit dans leur tête, il se positionne pile là où j'avais envie de positionner mon pricing. C'est formidable, 100 000 euros de budget à peu près. Bon, bref, on peut caser son 100 000 euros. Arrive la négociation et le moment de dire, OK, est-ce qu'on signe le contrat? Souvent, c'est des contrats longs, etc. C'est quoi les... Clotilde, alors peut-être pas obligé de le dire chez Batch parce que ça va, voilà. Mais de manière générale, c'est quoi les leviers qu'on a? Parce qu'il n'y a pas que le prix, même s'il y a une partie prix. C'est quoi les leviers que j'ai vis-à-vis de mon client enterprise et une fois que je suis en face du decision maker pour gérer justement la taille de ce deal? Je sais qu'il y a beaucoup de services, il y a des conditions contractuelles. C'est quoi un peu les 3-4 leviers qu'on peut regarder en tant que personne qui vend à de l'enterprise pour se dire comment aborder ma négo de pricing et quelque part dans quel ordre je les aborde, tu vois aussi. Quel levier je sors d'abord? Est-ce que je sors mon coupon tout de suite ou est-ce que je sors mes termes de contrat tout de suite? Voilà, comment je gère mon truc. Bonne question. Moi, en tout cas, chez Batch, c'est comme ça qu'on opère. On est assez en faveur d'arriver à expliquer très clairement notre pricing. Donc, comment est-ce qu'il est construit? De toute façon, on est sur un marché, tu le disais tout à l'heure, il y a des concurrents. Donc, en fait, on ne réinvente pas la roue sur notre modèle de pricing. Et on explique aussi que quand tu envoies ta première offre de pricing, c'est une offre qui est liée à d'autres conditions. Donc, dans les conditions de ton pricing, et c'est ça tes leviers de discount. Mais en fait, tu les introduis dans ta première proposition. Tu envoies une offre de prix qui est discountée ou non en fonction de nous. Ce qu'on va faire, c'est en fait, ou bien ce que fait se font en général les SaaS positionnés sur les mêmes types de marché que nous. Tu as évidemment la durée du contrat, le hard commitment temporel. Est-ce que c'est un contrat de 12, 24, 36 ou plus? Tu peux avoir les termes de paiement. Tu peux avoir des coûts de... Qu'est-ce qui se passe si on est en dépassement du contrat? Donc, c'est en fait parce que... Et t'envoies ça tout de suite? Enfin, tu mets tout de suite dans ta première offre? Non, je dis pas, attention, si vous êtes je dis pas, le discount il est à temps et puis la prochaine offre ce sera à temps, mais ce que je leur dis, c'est qu'il y a telle offre sur la table. C'est une offre qui est pour telle durée, tel terme de paiement, tel coût au-delà de commitment, pour un engagement à telle date. Et je crois que c'est à peu près. Après, il y a des sujets contractuels ou si jamais tu peux aussi mettre dans la balance des choses en plus, type témoignage marketing, si jamais c'est quelque chose dont tu as vraiment besoin parce que tu es en conquête sur un nouveau marché ou une nouvelle verticale et que tu dis, bon, je vais faire un deal où j'ai envie d'avoir un cool logo qui témoigne avec nous, je le valorise. Et donc, ce que ça va faire, c'est que quand tu abordes cette discussion commerciale, la personne en face va dire, ah ok, cool, nous, on voudrait s'engager pas sur 3 ans, mais sur 2. C'est trop long. C'est-à-dire, ok, cool. En revanche, les conditions que j'ai proposées, c'était pour un engagement de 3 ans. Donc, ce que je vous propose, c'est que je fais une offre sur 24 mois qui va être un peu différente et qui va nécessairement être du coup sur un discount moindre ou d'autres termes qui étaient favorables, qui vont être moins favorables. Okay. Mais ce qui est important pour moi j'envoie une propale de base. Pour moi, c'est... T'envoies pas les branches de sortie. Pour ton client, tu n'envoies pas les branches de sortie de cette propale. Tu lui dis pas tout de suite, ah oui, moi j'ai mon... et peut-être Julien, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus aussi. T'envoies pas ton truc, t'envoies, voilà, c'est 100 000 euros pour tant, mais t'envoies pas, si tu fais ça, alors t'as ça, si tu fais ça, alors t'as ça. T'envoies ta proposition de base et ensuite, c'est si la personne vient gratter, tu... Mais ta proposition de base, elle est, c'est une proposition de prix, comment est construit le prix, lié à un set de conditions. Et ça, c'est le terrain donc, prix, de la négo. Julien, tu fais pareil? C'est la même chose chez toi?
Alors, avant de shooter l'offre, encore une fois, avant de commencer à se dire on rentre en phase de négociation, il faut que tout soit validé avant. Parce qu'en fait, le Oui. pire qu'il y a, c'est quand tu te mets d'accord sur le prix et après, d'un coup, tu te retrouves à discuter le liability numbers, quoi. Et là, tu fais, Mm. j'aurais peut-être pas mis 5 millions en liability si, pour un contrat à 50K ou à 100K. Donc, en fait, tout est intrinsèquement lié. Donc, il faut absolument t'assurer que les gens ne puissent pas revenir sur des éléments de négociation qui pourraient avoir pour toi un impact financier, même si ce n'est pas un impact direct. Donc, s'assurer que, OK, on connaît tout le paperwork, la chaîne de décision, qui va signer, quand il va signer, est-ce qu'il n'y a pas de double signature, triple signature? Moi, je l'ai vu, des triples signatures sur les contrats, des choses comme ça. Il faut que tout soit loqué avant. Et de se dire, attendez, là, il ne reste plus rien. Si on se met d'accord sur le prix, c'est bon, on peut signer pour telle date, par telle personne, etc. Parce que parfois aussi, il y a des boîtes, de plus en plus, qui font des jours de signature de contrat. Je fais, ah Ah merde, on ouais? vient de passer la date, en fait. Ouais, c'est tous les mardis, de 9h à 10h, le CFO, il fait les C'est une signatures. dinguerie, ça. C'est tout. Ouais. Quand tu as des boîtes qui s'approchent de l'IPO, en général, ils commencent à raisonner comme ça. Et donc, pour revenir avec Clotilde sur ce qu'on disait, les 4 leviers, en fait, je suis complètement en phase avec ce que tu disais, Clotilde. C'était de pouvoir shooter une première offre. La personne ne demande pas de discount au début, donc tu shootes une offre. Dans cette offre-là, tu as des conditions, tu as des termes qui, pour les gens un minimum matures, ils comprennent que ce sont des éléments qui vont pouvoir amener à une conversation de prix. Et moi, pour moi, il y a les 4 leviers. 1, en général, le volume, c'est assez simple. 2, c'est la contract duration. 3, c'est quand ils vont signer le deal. C'est-à-dire que pour moi, tu as un premium par rapport à l'alignement des incentives. Si tu signes avant telle date, forcément, tu auras peut-être un discount. Et enfin, 4, pour moi, c'était customer advocacy. Et là, qui inclut une batterie de choses, mais qui vont être extrêmement détaillées. Ça va être le nombre de reviews sur G2 d'ici telle date, le nombre de joint webinars d'ici telle date, le nombre de case studies d'ici telle date, le nombre de ref calls d'ici telle date. Et en fait, quand tu as ces 4 leviers-là, à partir du moment où tu rentres en phase de négociation, il y a eu la première offre, ils reviennent vers toi en te disant ouais, c'est trop cher, on veut un discount. Là, je les mets dans notre framing de conversation. Le pire que tu puisses faire, en fait, c'est que laisser la main au bailleur sur sa manière de comprendre et de l'idée, en fait, la négociation. Ce qu'il faut, c'est les ramener dans ton framing. Sinon, ils vont partir dans des trucs en disant bah ouais, mais moi j'adore ça, sauf que j'ai pas envie je vais jamais utiliser cette feature qui fait partie de vos trucs enterprise. Donc en fait, j'aimerais un discount. Il y en a qui sont très forts à faire ça. Il y en a, ils te disent ouais, non mais attends, et si je m'engage 2 ans, et si je fais machin, t'es genre attends, c'est pas, enfin, c'est moi qui vends, c'est pas toi. T'en as qui et font donc, ça. si tu arrives avec ce framing, moi, on l'avait conçu chez Meta et puis après chez Pigment, tu arrives, c'est très clair. Ça, c'est vos leviers de discount. Et là, et comme ça, après, ça permet de faire un peu de give, un peu de gets. Et à un moment, on dit attendez, là, vous me pressez dans tous les sens, c'est pas possible. On peut pas avancer tellement plus loin que ça. Et les gens le comprennent parce que tu as été très clair avec eux sur la manière dont tu peux faire les discounts. Tu préemptes ma transition et en plus il y a une question dans le chat là-dessus. Donc voilà, Guillaume, j'ai vu ta question aussi, on en parlera après. Mais il y a un sujet un peu sur finalement comment vous vous assurez que vos équipes sales, elles exécutent le process comme il faut. Julien, tu viens d'en parler avec on te dit c'est comme ça parce que c'est très gros et machin. Clotilde, de ton côté, vous êtes quand même une équipe sales un peu plus petite, sans être petit, mais il y a quand même moins de monde. Comment tu t'assures finalement? Là, tu vas nous révéler tous les secrets. Après, ils vont savoir quoi faire pour te faire plaisir. Mais comment tu t'assures finalement que tes équipes, elles exécutent ton sales process comme tu l'as imaginé, comme l'équipe l'a imaginé? Comment t'assures que la discovery, elle est faite, que la démo, elle est faite? Et comment tu les équipes sur la négo aussi? Est-ce que tu viens quand c'est des gros deals ou pas? Est-ce que eux, ils ont toutes les armes? Ils ont des conditions? Comment ça se passe? J'ai une partie de mon équipe qui est sur le call. Alors chez Batch, on a une équipe, il y a 10 personnes dans l'équipe commerciale. Une partie sur la France, une partie sur l'étranger. Donc en effet, c'est une équipe qui reste à taille raisonnable. Pour moi, il n'y a pas vraiment de secret, mais de toute façon, dans le management d'une équipe commerciale, ça reste des process, des outils qui cadrent et des routines de contrôle. Donc en réalité, on a un sales process qui est clair, qui est documenté et qui va dire clairement ce qu'on s'est dit là, il y a une offre, il y a des conditions. Les conditions, c'est ça. S'il y a une demande, nécessairement, on donne rien sans récupérer quoi que ce soit. Donc ça, c'est les règles.
écrit, documenté, rappelé, mais c'est du temps en fait. Enfin, la solution, c'est qu'en fait, les managers des équipes commerciales, ils passent énormément de temps. Les outils, selon le CRM que tu utilises, déjà tu cadres. En fait, il y a les produits que tu peux utiliser, les discounts max, les produits que tu n'as pas le droit d'utiliser. Enfin, en fait, quand Ah tu oui, tu mets des règles dans le envoies CRM une carrément. offre, en fait, de toute façon, les bons de commande, s'ils sont issus du CRM. Enfin, le tableau de prix qui va être inclus ensuite dans le contrat ou signé sur bon de commande, il est issu du CRM. Donc, ça permet quand même de cadrer comment le produit s'appelle, quelle est la nomenclature. Il a une Ouais. quantité, Tu il a un pourrais prix laisser une marge de annuel. manœuvre, tu vois. Tu pourrais Non, dire, je m'en y a de fous la que le marge de discount soit de manœuvre. 20 ou de 18 ou de 15%, Ouais. tu vois. Je dis Non, mais ça. ça, d'ailleurs, entre 15 et 18, selon les tailles de deal, il y a de la marge de manœuvre, mais en revanche, le cadrage, il est dans l'outil. Ça veut dire que tu peux pas avoir l'exemple dont Julien parlait il y a une minute qui est ah, j'aime bien cette licence Enterprise, mais en fait, j'ai pas besoin de cette fonctionnalité. Est-ce que je pourrais avoir un custom entre deux parce que et un peu moins cher? Ouais, En fait, non. juste ça n'existe pas. On a une nomenclature de produits. Si vous voulez pas celui-là et que vous n'avez pas le budget, vous prenez celui d'en dessous, mais en revanche, vous perdez tout ça et on parle d'autre chose. Et après, il y a les routines. Donc nous, chez Batch, on a évidemment des meetings d'équipe commerciale et on fait des revues de pipe avec tous les commerciaux toutes les 2 semaines. Toutes les Ok. semaines en Et fin donc de là, vous reprenez trimestre. les Ça veut dire deals. qu'on prend tout le pipe du quarter ou quarter et quarter suivant. Et c'est ta qualif, où est-ce que tu en es dans le process. Et ça permet de s'assurer non seulement que les deals sont bien gérés, et après accessoirement, on a un forecast qui est clair. Parce que l'idée derrière, c'est est-ce qu'on va faire nos objectifs, oui, non, et à quelle échéance. Donc en fait, c'est beaucoup de temps au final. Mais c'est Ouais, parfait. des process, des outils qui les enforcent et des routines. Mais ça prend du temps, et c'est sûr que si on passe pas ce temps, ce n'est pas fait. Ah oui, C'est c'est sûr. certain. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est plus que quand on est sur un deal, On veut closer le deal, c'est quoi. facile, on est sur un deal, on a envie de closer Voilà. le deal, ça fait Ouais. longtemps, et c'est ni un manque de compétences, ni de la mauvaise volonté. Ouais. Julien, pareil, peut-être aussi un peu le sujet des managers et tout. Je sais que Meta, c'est une organisation beaucoup plus grosse, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de layers de management, etc. Peut-être que je me trompe, hein, mais il y a quand même beaucoup de layers. Comment ça se passe? Ouais, alors Je casse la caméra. chez Workplace, c'était très différent parce que chez Workplace, on a vraiment créé l'organisation. Donc, on est parti de zéro jusqu'à plusieurs centaines de personnes. Mais en fait, c'est une aventure, quoi. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas tout de suite avec un deal desk, CPQ, multi-level authorization. Enfin, c'est une journée. Le plus important au démarrage, déjà, on est assez flexible parce qu'on ne sait même pas si son pricing est correct. Parce qu'en général, on se base sur les compétiteurs pour essayer de définir une baseline marché. Et puis après, on se met un premium, on veut être en dessous, on choisit par rapport à son positionnement. Mais en général, on utilise plutôt les comparables pour tenter de pouvoir définir une bonne valeur de notre produit. Une fois qu'on a les premiers clients, on commence à être un petit peu aidé pour pouvoir se dire, tiens, notre produit, en fait, il délivre vraiment beaucoup de valeur. Et donc, on peut augmenter le prix. Et franchement, il n'y a aucun problème à augmenter les prix. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème à augmenter les prix. Je ne sais pas, chez. Il n'y a aucun problème pour toi, mais pour ton client, ça peut lui poser un problème. Non, mais à l'échelle d'une entreprise, dans la vie d'une entreprise, tu prends toutes les boîtes, tout le monde a augmenté les prix, soit en créant des nouvelles SKU, soit en augmentant tout simplement les prix. Mais globalement, un pricing, par définition, est amené à changer. Donc déjà, pas de stress là-dessus, ça changera, ça continuera de changer et il y aura plus de complexité, ou peut-être moins, mais en général, il y aura plus d'offres, ainsi de suite. Ensuite, quand tu commences à mettre en place tout ça, tu vas commencer à te dire les non-négociables, quoi. Et là, c'est ce que tu disais, c'est extrêmement important de pouvoir communiquer avec l'équipe, de dire voilà ce qui n'est pas négociable, des choses qu'on ne bougera pas. Je revenais sur la partie liability, il y a parfois des gens qui arrivent, on aimerait un contrat de 5 ans. Non, on ne fait pas de contrat de 5 ans. Ou alors, si on fait un contrat de 5 ans, ce sera forcément avec un annual increase. Une clause de renégo, etc. Ouais, même de chaque année, tu vois, pour te protéger contre l'inflation, tu mets juste 4% d'augmente. L'indice Syntec. On a parlé il n'y a pas longtemps. Tu fais ça, moi, ça, c'est un truc que je conseille à tout le monde. Hein, tu vois, même aux US, tout le monde l'a compris. Si tu signes un contrat Workday ou autre, tu as déjà ça d'inclus. Ça leur fait un 104, tu vois, garanti en NDR. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est non-negotiable. Et après, tu reprends en fait le framework dont je parlais tout à l'heure, partagé aux clients, et tu dis, voilà en fait les 4 piliers qui vont définir, 4 leviers qui vont définir la capacité à pouvoir bouger les lignes. Et enfin, tu as toute cette partie, on va dire,
de responsabilisation des équipes et on leur dit de X à X, vous pouvez discounter, on ne vous demandera rien. De X à X, ça va être plutôt ton manager. Et au-dessus du nouveau X dont je parlais là c'est au niveau CEO ou exécutif. Parce que là, ça va concerner que quelques deals dans l'année. Et après, ce qui est important, c'est de traquer. Et de voir qui fait les plus gros discounts. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le discount et le win rate? Et après, tu vas pouvoir te dire, tiens, est-ce que vraiment il y a des gens qui choisissent juste la voie la plus facile pour closer le deal, mais ils n'ont pas un win rate qui est plus élevé. Donc, tu peux te dire, bon, maintenant, on va arrêter de faire des discounts à tout va, parce que globalement, ça n'a pas d'impact. Ou alors, on se dit, tiens, il faut peut-être réfléchir au pricing ou à notre discount framework, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a une élasticité par rapport au prix. Mais toi, tout ça, c'est un chemin. Et cette maturité, elle vient au fur et à mesure de ce qu'on apprend aussi du marché. Finalement, c'est très similaire en fait, avec que ce soit des gros deals ou des petits deals. Ce qui change, c'est effectivement la taille du chemin, le nombre de stakeholders, peut-être la complexité des négos et le nombre de choses, de points sur lesquels il faut s'accorder. Mais au final, la réflexion, elle est très similaire à ce qu'on a entendu sur les webinaires précédents, qui étaient sur d'autres sujets, d'autres tailles de boîtes, d'autres go-to-market motion, qui sont... Finalement, ça reste assez similaire. Je voudrais juste qu'on réponde aux questions du chat parce qu'on en a pas mal. Alors, je vais peut-être... On va voir si on peut faire une chacun ou machin. J'ai une question de Guillaume qui l'a posée tout à l'heure, qui était, lui, il crée un peu une catégorie. Alors, je ne sais pas quelle est la catégorie qu'il crée, mais il crée une catégorie, ou en tout cas, il arrive sur une nouvelle proposition de valeur qui n'existait peut-être pas de cette forme-là sur le marché. Et du coup, lui, il dit, on n'a pas encore le recul suffisant pour construire une projection solide du ROI. Donc, toi, tu as beaucoup parlé de ça, Julien, donc peut-être celle-là, tu peux la prendre. Finalement, comment j'explique mon pricing si j'arrive pas trop si j'arrive pas à faire un beau Excel pour expliquer le ROI fondamentalement, comment je construis mon pricing au départ? Est-ce que je fais un peu au doigt mouillé? Est-ce que j'ai 2-3 trucs, 2-3 petits tips peut-être? Ou est-ce qu'il faut le ROI? Déjà, le ROI ne reste qu'une promesse dans un premier temps. Tu vas surtout essayer de comprendre, est-ce que tu es plutôt dans une logique et parfois c'est souvent cumulatif, mais de réduction des coûts? Est-ce que tu remplaces des outils existants, par exemple? Là, tu vas libérer du budget. Soit tu vas permettre de réduire du temps de personnes passées à réaliser ces différentes tâches. Soit tu vas améliorer un process, bref, tu vas réussir à réduire les coûts, soit tu vas augmenter la valeur, on en parlait avec Batch évidemment, ou là tu vas aller chercher de nouveaux clients, tu vas augmenter le panier moyen, tu vas réduire le churn, whatever. Ou alors tu vas tout simplement t'assurer que l'entreprise ne risque pas d'être mis hors d'activité si tu es dans la cybersécurité, je sais pas, dans le RPO, etc., etc. Donc en gros, ça c'est le premier point, et après tu vas quantifier. Tu vas jamais être sûr, surtout au démarrage, mais tu vas pouvoir, face à ces premières discussions avec tes clients, l'objectif c'est justement de tenter de comprendre réellement ce qui se passe. Et nous, tu vois, on l'a vu chez Pigment, moi je l'avais vu chez Workplace, ou même sur Azure à l'époque, c'est chez Microsoft. C'est durant cette phase de conversation avec ses clients, et ces premiers clients, ils sont absolument critiques parce que c'est des gens qui croient autant que toi à ta boîte. C'est presque des investisseurs, tes premiers clients. C'est des gens qui décident d'aller avec quelqu'un qui n'est pas connu, avec une solution qui est unproven. Donc, c'est quand même assez couillu, comme on dit, quoi, de faire ça. Il te faut un peu de fou. Il te faut un peu de fou, ouais. Ou du moins un peu de folie. Et donc, là, normalement, en général, ces personnes-là vont être dans une démarche presque de partenariat et vont pouvoir exprimer des choses que d'autres ne pourront peut-être pas exprimer directement. Et c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, pas hésiter à quasiment co-construire avec eux dans cette première approche. Et après, par rapport au pricing, comme je l'ai évoqué, très rares sont les entreprises qui ont commencé avec un pricing et qui, 5 ans après, ont le même pricing. C'est très, 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 très rare. Alors évidemment, il y a le seeds-based qui est quand même assez traditionnel, mais même au sein du seeds-based, tu peux avoir différents types d'utilisateurs et donc différents types de pricing. Tu peux rajouter du usage-based pricing qui, là aussi, vient apporter son lot de complexité sur ça. Et on le voit, tu parlais de l'AI tout à l'heure, token-based, tu as plein de choses comme ça qui arrivent aussi. Donc, en gros, il faut tester. Il ne faut pas avoir peur de changer. Alors, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir une grosse base installée, ça devient plus compliqué de changer le pricing de manière trop importante, surtout le pricing modèle en tant que tel. Mais faut tenter, il faut surtout tester, même auprès des clients existants, des gens avec qui tu discutes et leur dire on pense faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Clotilde, 2 questions pour toi. Il y en a. Alors, une question, elle est assez rapide. Il y a quelqu'un qui demande si chez Batch, vous avez un deal desk pour vous assurer de la profitabilité des contrats. Je pense que c'est un bon point parce que Batch, il me semble que vous avez des sujets d'infra où en gros, finalement, vous faites
pas dire du volume, mais voilà, vous avez quand même beaucoup de données, etc. Donc j'imagine que vous avez un sujet d'infra. Vous avez un sujet d'associer des coûts à un contrat, vérifier que tout est profitable sur le long terme? Alors, on l'a pas, Par oui. contrat, je veux dire. Évidemment, on a ce sujet de vérifier que c'est profitable sur le long terme. On a Non, des mais je veux instances dire de par contrat, validation. oui. On l'a pas. On a des instances de validation d'un deal plutôt côté ops chez nous. Après, le sujet, ça va être la profitabilité des contrats au milieu de d'autres points le sujet du pricing, le sujet du volume. Enfin, oui. Réponse claire, oui, mais c'est pas que profitabilité coût. C'est global, comment le contrat fonctionne, comment est-ce qu'on l'opère. Ok. Et Après, du c'est coup, pas une équipe de 18 personnes. Hein, c'est différent. Ça reste oui, une j'imagine bien. fonction. Ouais. J'imagine bien. Et du coup, deuxième question pour toi qui est liée à ça, parce que batch, il me semble que c'est aussi un truc où finalement, vous pourriez avoir un pricing à l'usage. Tu pourrais dire, tu payes en fonction du nombre de notifications, du nombre d'emails, du nombre de messages que tu envoies. Il me semble que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. On a une question qui dit, est-ce que je fais du pricing à l'usage pour l'entreprise et pour l'enterprise, et surtout, est-ce que c'est un deal qui finalement va quand même être fixe sur la durée, ou est-ce qu'il y a une vraie conso, ils ont des factures variables? Comment ça se passe? Ouais, c'est compliqué le sujet du pricing à l'usage. Chez Batch, on fait pas de. En fait, il y a deux sujets de pricing à l'usage. C'est le pricing 100% à l'usage, qui va varier mois au mois, et le pricing où tu as dans ton modèle une notion d'usage, mais avec également des notions de volume engagé sur une durée de contrat. Donc chez Batch, nous, comme tout le monde du CRM, on a des notions de volume d'audience, volume d'envoi. On ne fonctionne pas avec un pricing 100% à l'usage, on fonctionne avec un volume pré-engagé. Et après, au-dessus de ce volume, potentiellement, oui, là, on va compter l'usage et le facturer. En revanche, moi, je suis plutôt en défaveur d'avoir un pricing 100% à l'usage, parce qu'en fait, ça inclut de la volatilité tous les mois. C'est globalement une tannée à forecaster et à opérer côté factu. C'est peut-être plus facile à vendre, mais au final, c'est des clients qui sont moins engagés et plus difficiles à opérer, parce qu'en fait, ils se disent, bon, en fait, ça dépend de l'usage, donc on ne sait pas trop. Si c'est cher, c'est pas cher. Quand ça devient trop cher, de toute façon, ça ne va jamais à personne. Donc moi, je pense que ça vaut le coup de bien cadrer. Enfin, en fait, l'usage, nous, c'est voilà votre volume, forecasté annuel. Est-ce qu'il va augmenter dans les 3 prochaines années? Voilà la base sur laquelle on fait notre contrat. Si vous êtes au-dessus, ce sera tant, mais il y a un volume d'engagement. Et ça, Ouais, parce que évidemment, finalement, si tu les écoutes sur commerciaux vont LinkedIn, dire que c'est plus. si tu écoutes sur Vas-y. LinkedIn, il y en a qui te disent, ouais, c'est l'usage, c'est incroyable, il faut que tout le monde passe à l'usage, etc. Mais dans les faits, c'est peut-être pas si évident que ça. Il y a une partie, effectivement, Mais ça, où ça en revient l'usage, peut-être à nos naturellement, tu cibles. vas de l'expansion. En fait, ça revient pas mal à des cibles, parce que tes vrais comptes enterprise ou même haut de mid-market n'ont pas du tout envie de savoir qu'ils vont avoir un SaaS quelque part dont la facture va changer tous les mois. Ils ont plutôt envie de se dire, j'ai alloué tel budget, j'ai de la visibilité, ça va être tant année 1, tant année 2, tant année 3. Et ils seraient vraiment pas capables de gérer, même d'un point de vue process de facturation en interne, une facture qui bouge tous les mois. Et d'ailleurs, quand on travaille avec, comme on fait pas mal chez Batch, avec le secteur public, ils ne savent pas gérer. Donc moi, je pense que les commerciaux vont parfois dire oui, ça quand même, c'est des négociations qui sont plus difficiles. Mais en fait, pour une certaine cible, c'est l'unique voie possible d'avoir un volume clair et de la visibilité sur un montant de contrat. Et même quand les cibles préféreraient du pricing à l'usage, en réalité, c'est beaucoup. Enfin, moi, je sais pas. Enfin, on le fait pas chez Batch. On le fait pas. On veut plus le faire. C'est pas notre stratégie. Et je suis plutôt en défaveur de faire ça quand on passe une certaine taille de panier. Julien, t'en penses quoi? Vous avez essayé chez Pigment? Alors chez MedTab, c'était un peu moins ça. Workplace, je crois que c'est du par user, mais vous avez essayé un peu? Ouais, mais même on avait regardé par active user. Tu vois, on avait même regardé par monthly active user. Donc même là aussi, c'est compliqué, parce que tu dis, ouais, ok, j'ai 100 000 collaborateurs. Il y en a combien qui vont réellement sign up sur le produit? Après, il y en a combien qui vont vraiment être actifs sur Eh oui. une base mensuelle? Tu sais pas. Donc en fait, les boîtes, elles veulent de la prédictibilité. Comme Clotilde le disait, elles ont un budget, elles ne veulent Les grosses, certainement ouais. pas se faire taper sur les doigts parce qu'elles vont exploser ce budget-là. Ce qu'on voit, c'est quand même sur le usage-based pricing, on retrouve quand même plutôt des produits assez techniques, en général. En général, tu retrouves des produits plutôt assez techniques. Autrement, c'est assez difficile de trouver cette currency qui va te permettre d'avoir une bonne compréhension à la fois de la définition de cette currency, mais également de ses variations
liées à l'activité ou à autre chose, quand ce n'est pas des valeurs techniques. Tu vois, quand c'est du storage, quand tu es chez Dropbox ou quand tu fais des API calls, on pourrait mettre Stripe aussi qui est dans ce cas-là. Autrement, c'est quand même très difficile. C'est pour ça que tu prends des acteurs comme Salesforce et autres, ils sont quand même encore sur du seats-based, ce qui est assez fou. Intercom, là, qui vient de passer sur du resolution-based tickets. Donc, c'est Ah oui, bullish parce c'est pour qu'ils ça vont qu'on à paye fond cher. sur la partie AI. Ouais, ils vont à Parce fond qu'on en sur la résout partie, beaucoup. sur la partie AI. Mais au final, pour revenir sur le point, ouais, je pense que c'est très sain de proposer cette approche où tu as une baseline, tu as une sorte de plateforme view, tu te mets d'accord, et puis après tu fais des true-up tous les quarters ou tous les semestres ou tous les ans de régularisation, entre guillemets, quand il y a eu un dépassement des volumes comités. Ouais, ça te donne une bonne raison d'appeler pour upsell en fait. C'est-à-dire, écoute, t'as du dépassement tous les Mais, mois, c'est dommage, ou tous les quarters, c'est dommage, viens, mais surtout, Mm. surtout, ça donne une bonne raison de bien négocier le commit au démarrage. Parce que tu dis, le commit, tu l'as à ce prix-là. Mais si tu dépasses, ce que tu vas dépasser, tu ne vas pas l'avoir au même discount. Donc, en fait, tu as intérêt à te loader plus, à te committer plus au démarrage, parce que tu vas profiter d'un discount. Donc, tu as une forme de value exchange en termes de négociation qui est intéressante aussi. Parce qu'eux, ils ont à gagner. Certes, ils prennent un peu plus de risques parce qu'ils se committent un petit peu plus en termes de volume. Mais par contre, ils ont accès à ce moment-là à un discount sur cette fameuse currency, enfin, cet indicateur de volume sur l'ensemble de ce qu'ils font. Alors que s'ils prennent trop bas, mais après ils dépassent, ben, forcément, ils vont se faire allumer, tu vois, sur ce sur quoi ils dépassent, parce qu'ils n'ont pas le droit au discount. Donc, ça permet aussi d'avoir cette bonne conversation qui permet, entre guillemets, parfois de faire sortir les clients du bois parce qu'ils disent « Ah non, mais vous savez, nous, en fait, on ne va pas faire tant de volume que ça. » Enfin bref, c'est assez intéressant comme dynamique parfois. Ok, ouais, très clair. On va prendre 1 minute pour prendre une dernière question parce qu'il y en avait une qui était intéressante. Et moi, je me suis déjà posé la question. Et après, on va laisser tout le monde retourner à sa journée. Sur le POC, il y a une question qui dit combien de temps on fait durer un POC en moyenne en enterprise? Est-ce qu'il y a une liste de critères bien spécifiques à remplir? J'imagine qu'on contractualise le POC, etc. Comment ça se passe un POC? En 2 minutes, peut-être Clotilde, chez vous, vous avez ce format-là chez Badge? Vous faites un peu des POC. Est-ce que vous incluez 1 million de notifs dans le POC? Comment ça se passe? Batch, c'est une solution qui est quand même technique à déployer. Donc, ça ne se prête pas au contrat de POC demain et une semaine de POC et on s'arrête. On fait des POC, on fait des contrats courts de 12 mois. Donc, si un client dit « je veux faire un POC », on va dire « ok, bah, on peut vous faire un contrat de 12 mois ». On l'a fait dans le passé, il y a vraiment longtemps. Et donc, en revanche, quand il y a des POC, donc pour reprendre les bonnes pratiques apprises probablement sur le tas et à la dure, de cette période-là, on faisait des POC de 3 mois. Ce qui était très important pour nous, c'était on devait déjà contractualiser l'après-POC. On va faire un POC, c'est tel contrat. Si vous continuez, c'est ça. Parce que ce qu'on veut pas quand on fait un POC, c'est il y a un POC et puis c'est la fin du POC. Et puis en fait, on passe 3 mois à négocier pendant ce temps-là. Est-ce qu'on coupe le produit? On ne sait pas. Donc en fait, il faut. Et en fait, donc, je dis que des choses qui sont valables pour nous dans la vente plutôt grand compte. Mais l'idée, c'est ça vaut le coup de rallonger parfois le process de vente pour simplifier l'après. Donc, POC, pour moi, c'est quelle que soit la durée du POC, il faut avoir négocié l'après-POC. On sait exactement quel va être le pricing et qui va être un pricing avec du commitment. Et liste de critères bien spécifiques, si c'est possible, oui. Donc, voilà les indicateurs de succès du POC. C'est des indicateurs ABC. Et si on est OK, ça se transfère en contrat à long terme, quoi. Et aujourd'hui, chez Batch, le contrat minimum, c'est 12 mois. Mais qui, selon les organisations, correspond à un contrat POC, en fait. C'est une organisation avec oui, c'est vrai. une CRM à 4 endroits de 35 personnes. Il faut déployer tous les canaux, former, onboarder. En fait, avant 12 mois, on n'aura pas vraiment la visibilité. Julien, sur le POC, évidemment, ça dépend beaucoup des produits et beaucoup des clients à qui on vend. Parce que si on a un produit qui a une implémentation qui est très importante, si tu as une implémentation de 2-3 mois, tu vois, qu'est-ce que tu veux valider durant le POC? Donc, c'est de bien comprendre pourquoi un POC serait nécessaire. Qu'est-ce que vous essayez de valider? Vous essayez de valider que ça fonctionne, vous essayez de valider qu'il va y avoir une bonne user acceptance rate, vous essayez de valider quoi, en fait? La réactivité, la performance de l'outil. Donc, en fait, c'est vraiment de débunker au maximum, d'essayer de comprendre avec le client, mais vous essayez de valider quoi. Et parfois, en fait, le POC n'est pas nécessaire.
Parfois, il suffit de faire un gros workshop technique. Parfois, il faut leur fournir des stress tests. Parfois, il faut leur fournir d'autres choses qui vont permettre d'évacuer le POC. 2, faites des POC courts. Il n'y a rien de pire en fait que de faire des POC trop longs parce que déjà, ça vous court toujours à l'arrière de la tête parce qu'il peut se passer beaucoup de choses en 3 mois. Hein. Votre champion, il peut partir. La boîte, elle peut capoter, à qui on parle. Le budget peut disparaître. Il peut y avoir aussi chez vous, en tant qu'éditeur, le prix sales qui part ou le sales qui part. Donc, en fait, le temps est l'ennemi du sales. Donc, en fait, si vous pouvez arriver à réduire au maximum cette période de POC, c'est le top. Donc, 1, ne pas le faire, c'est le top. 2, si vous devez le faire, mettre en place des critères hyper hardcore de manière à ce que vraiment vous mettez en face le client en disant, attendez, on s'était mis d'accord sur ces 5 critères, on a exposé ces 5 critères, on doit maintenant passer à la phase de contractualisation. Et idéalement, effectivement, tout est bien validé pour dire que c'est vraiment la last step. C'est-à-dire que idéalement, tu as même ton pricing qui est validé avant le POC. Bah oui. C'est ce que Parce que comme ça, tu continues. Et après, et en finale, un truc que l'on a fait aussi, c'est que parfois, plutôt que faire un POC, ça nous est arrivé de faire signer des contrats et faire des opt-out de 2 mois. Ah oui. Comme ça, c'est pas un POC. Le client, il signe. Puis après, comme ça, c'est business as usual. Il n'y a rien à re-signer, tu vois, au bout des 2 mois. À part si, évidemment, il se passe quelque chose de majeur et que ça ne marche vraiment pas. Mais disons que ça les met dans une situation où toi, évidemment, tu ne peux pas reconnaître ton ARR parce qu'il y a une clause, il y a une not clause. Mais par contre, au bout des 2 mois, tu peux le reconnaître. Tu n'as rien à faire. Donc, ça, c'est vraiment un truc que je conseille aussi, c'est de rentrer dans cette logique aussi d'opt-out. Tous les clients ne vont pas l'accepter, évidemment, surtout si tu es en concurrence avec d'autres outils. Mais si tu as réussi à créer une bonne relation avec le client, ça peut se faire. Très clair. Bah écoutez, on a déjà fait 2 minutes de rab. C'est bien. On va laisser tout le monde retourner à ses affaires. Merci. Ça m'a fait super plaisir de vous parler. On aurait pu faire 2 heures, je pense. Donc, on fera peut-être une V2 l'année prochaine, version 2. Et puis, on verra si les gens ont bien mis en place les conseils. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être venus. Et puis, on Merci se retrouve mille avec fois. tout le monde pour un prochain webinar. Au revoir. Allez, salut. Merci.